À Fort-de-France, les présidents Ford et Giscard d'Estaing ont parlé pétrole ce matin pendant 2 heures. Il est 14h45 à la Martinique et les entretiens vont reprendre. Élu secrétaire général de l'UDR, Jacques Chirac lance un appel au rassemblement des gaullistes. Après la contestation d'hier, le Conseil national du parti s'achève dans un climat d'unité. Pour François Mitterrand, ce qu'il appelle le mini-coup d'État de Chirac montre le désarroi de la majorité. Ce n'est, dit-il, que l'image affaiblie de la crise du capitalisme mondial. Le tiercé secourait cet après-midi à Auteuil. On gagnait le 5, le 1 et le 10. Nous n'avons pas encore les rapports de ce tiercé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous donne tout de suite les 2 résultats importants de cette journée sportive dont vous suivrez le résumé après ce journal dans Sport Dimanche. En football, Bastia a battu Reims et l'équipe corse prend ainsi la 2e place au classement du championnat de France première division derrière Saint-Étienne qui a battu aujourd'hui Bordeaux 2-0. En ski à Saint-Moritz, la descente masculine comptant pour la Coupe du Monde a été remportée par l'Autrichien Franz Klammer devant un Italien. Il est actuellement près de 15 heures de l'après-midi à Fort-de-France, où s'entretiennent les présidents américains et français en présence de leur ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre entre messieurs Gerald Ford et Giscard d'Estaing est particulièrement importante au lendemain d'un sommet européen à Paris, et tandis que de nouveaux rapports entre pays producteurs et consommateurs de pétrole sont en train de s'établir. Pour ces différentes raisons, les propos qui seront publiés, les propos des 2 présidents sont très attendus sur le plan international, mais voici ce que Patrice Duhamel, qui est sur place, a déjà pu apprendre sur cette rencontre à Fort-de-France, sur cette première rencontre ce matin, puisqu'actuellement il termine leur déjeuner. C'est dans un climat de confiance et de franchise que viennent de débuter ici, à l'hôtel Méridien en face de Fort-de-France, les entretiens franco-américains au sommet. Confiance car les 2 présidents qui se rencontraient pour la première fois ont, semble-t-il, trouvé le contact. Franchise car on l'a constaté dès hier soir avec les premières allocutions. Le chef de l'État et le président des États-Unis n'ont pas cherché à masquer les divergences qui les opposent sur un certain nombre de grands problèmes et en particulier sur la stratégie pétrolière que les pays consommateurs et industriels doivent adopter pour surmonter le plus vite possible les effets négatifs de la crise de l'énergie. Les divergences donc entre Français et Américains, on le savait, mais on a également beaucoup remarqué le souci commun de M. Giscard d'Estaing et du président Ford de chercher à surmonter ces divergences et à éviter l'affrontement. Il y a presque un an, à Washington, au cours de la dernière conférence sur l'énergie, on avait constaté de graves divergences entre la France et les États-Unis. Cette période semble désormais résolue. Il faut dire que le site magnifique et le climat, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui à Fort-de-France, incite plus à la décontraction qu'à la tension. C'est en se rendant à la messe en compagnie de sa femme dans la petite localité des Trois-Îlets, à quelques kilomètres de l'hôtel Méridien, que le chef de l'État a commencé cette journée. Il était 9h30. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing s'était déclaré hier heureux, surpris et touché de l'accueil que lui avait réservé durant 48 heures la population antillaise. Aujourd'hui, dans une ambiance colorée et chaleureuse, il a pu goûter une nouvelle fois sur cette petite place écrasée par le soleil les joies du bain de foule. Au même moment, M. Gerald Ford, comme il le fait chaque matin à Washington, se baignait dans la piscine du Méridien. C'est à 10h30 que débutaient véritablement les entretiens au sommet, ici, au premier étage de l'hôtel Méridien, dans le salon Bougainvilliers, une vaste pièce lumineuse qui fait face à la baie de Fort-de-France. L'ambiance est détendue, les présidents sont souriants. Messieurs Henry Kissinger et Jean Sauvagnargues assistent aux conversations qui devaient durer 1h30. À l'ordre du jour, l'ensemble des problèmes de l'énergie, les porte-paroles de l'Élysée, de la Maison-Blanche n'ont fourni aucune indication supplémentaire. Ils ont cependant indiqué que les discussions étaient amicales et approfondies. Au même moment, dans une salle toute proche, Jean-Pierre Fourcade et son homologue américain, M. Simon, évoquaient de leur côté les problèmes monétaires internationaux et le rôle de l'or dans le système monétaire. C'est ensuite en hélicoptère, il était 12h30 en Martinique, que le chef de l'État et le président Ford se rendaient ici, à l'hôtel des Léritz, au centre d'une magnifique plantation de bananes et de canne à sucre. Les 2 présidents qui viennent, il y a quelques minutes, de parcourir ensemble quelques longueurs de bassin dans la piscine de l'hôtel,
se trouve encore actuellement dans ce haut lieu du tourisme. Ils devraient regagner dans 1 heure environ l'hôtel Méridien. Ils auront à ce moment-là leur second entretien de la journée. Bien qu'à des milliers de kilomètres des autres départements français, M. Giscard d'Estaing a su très vite hier soir ce qui s'était passé au Conseil national de l'UDR à Paris. Il a ainsi appris que son Premier ministre s'était présenté et avait été élu au poste de secrétaire général de l'UDR. Et bien entendu, à la première occasion, un journaliste a demandé au chef de l'État ce qu'il en pensait. M. Giscard d'Estaing ne s'est pas étendu sur la question, il a simplement fait remarquer qu'il avait rencontré plusieurs responsables politiques qui étaient en même temps secrétaires généraux de parti et que cela ne constituait pas à ses yeux une anomalie. En tout cas, on peut dire que ce conseil de l'UDR aura été marqué par un certain nombre d'événements pour le moins inattendus. Mais tout s'est terminé ce soir par un discours du nouveau secrétaire général, M. Chirac. Alors, il est difficile de faire le bilan, car hier, c'était le coup de théâtre dans la confusion, voire la contestation. Aujourd'hui, ce fut, malgré quelques incidents qui vite seront anecdotiques, l'unanimité. C'est la loi des congrès politiques, la loi, c'est le résultat et non le parcours. Jacques Chirac est donc désormais secrétaire général de l'UDR, bousculé hier, mais applaudi aujourd'hui par l'ensemble du Conseil national de l'UDR. Certes, il y a eu de vives oppositions. Jacques Chaban-Delmas, vous l'avez entendu hier, Alain Peyrefitte ou Olivier Guichard ont combattu avec force et dignité cette prise de pouvoir car ils estimaient que c'était le rétablissement de la confusion entre l'exécutif et l'UDR et le non-respect d'un calendrier qui devait permettre l'élection du successeur d'Alexandre Sanguinetti sur des bases plus démocratiques. Mais c'est Michel Debré qui aujourd'hui fut le porte-parole de ceux qui regrettent l'opération du Premier ministre. Mais pour M. Debré, l'important, au-delà de cette controverse, c'est désormais le maintien de l'unité du mouvement gaulliste. Si nous retournons à nos sources, c'est-à-dire si anciens et jeunes, nous restons semblables à nous-mêmes, alors nous nous retrouverons toujours et tous ensemble sur la grande route du bien public. C'est parce que je ne veux douter ni des uns ni des autres que j'ai pris la parole. C'est parce que je veux et que je me dois d'espérer que je souhaite un grand conseil national et de belles assises en février. C'est parce que je crois à notre vocation, que je suis ici et que j'entends y rester. Mais, amis, compagnons, militants, et surtout vous, qui vous voulez les bergers des compagnons, prenez garde. La politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas simplement des ambitions personnelles. La politique n'est même pas simplement applaudissements de ses amis dans l'enthousiasme d'un dimanche. La politique est un service public pour le bien de la France et des Français. Redressons-nous, marchons ensemble dans les voies qui ont été les nôtres et au-delà des débats qui nous divisent, sachons sans aucune humilité que dans nos mains, c'est le grand héritage de la France qui est en jeu. Pierre Messmer a pris aussi la parole pour indiquer que pour exister, un mouvement politique devait avoir dans ses rangs, dès aujourd'hui, un futur candidat aux futures élections présidentielles. Il a brossé le portrait de ce candidat, il ressemblait fort à Jacques Chirac. En fait, Jacques Chirac, jugeant l'UDR malade, a agi en chirurgien. Il a pratiqué une délicate et ambitieuse opération à chaud. Par moments, le malade a difficilement, au cours de ce week-end, supporté le choc opératoire, mais il faudra attendre le prochain Conseil national et surtout les prochaines assises pour savoir si le malade est sauvé et à l'abri de toute rechute et pour savoir si le chirurgien a eu raison. Pour bien motiver le convalescent, M. Chirac a lancé tout à l'heure un appel au rassemblement
pour maintenir les grands principes gaullistes. Cet appel a été chaleureusement reçu par tous les présents. C'est la leçon, c'est la conclusion de ce Conseil national de l'UDR. Écoutons M. Chirac. Il faut que chacun d'entre nous comprenne, quelles que soient ses réserves, quelles que soient ses ambitions, et si légitimes soient-elles, que l'heure est maintenant venue de servir, et de servir une cause dont beaucoup ont pensé qu'elle appartiendrait à l'histoire, et dont nous démontrons qu'elle appartient à l'avenir et à la France. Le général de Gaulle n'est plus. Peu avant de nous quitter, Georges Pompidou a dit à l'un de ses proches, « Il faut continuer ». Eh bien, plus de grogne, plus de hargne, plus de division. Il faut continuer, et nous continuerons. C'est pourquoi j'appelle tous nos compagnons à se rassembler pour l'action et pour l'offensive. Grâce à l'union profonde entre le groupe parlementaire, le mouvement qui connaît actuellement ou qui a engagé sa rénovation, l'action gouvernementale dont il ne peut se dissocier tant qu'elle reste conforme à ses ambitions, et ceci, bien sûr, dans l'esprit même de nos institutions, nous sauvegarderons les intérêts de la France et nous gagnerons demain l'essentiel, c'est-à-dire la bataille politique. Monsieur François Mitterrand participait aujourd'hui au débat de la conférence nationale des sections socialistes d'entreprise. On y a beaucoup parlé de l'union de la gauche, des progrès du Parti socialiste dans le monde ouvrier, mais le premier secrétaire du parti a surtout pris la parole pour évoquer les questions politiques du moment. Et il n'a pas manqué de parler du voyage de monsieur Giscard d'Estaing aux Antilles et de l'accès du Premier ministre à la tête de l'UDR. C'est en effet un véritable réquisitoire contre le gouvernement auquel s'est livré le premier secrétaire du PS. La situation est suffisamment dégradée pour mettre le système en péril, estime-t-il, et il en veut pour exemple le voyage du président de la République aux Antilles et l'élection de Jacques Chirac au secrétariat général de l'UDR. Vous voyez d'ailleurs la multitude d'incidents déplorables dans le vrai sens du terme qui marquent à quel point les fonctions ont perdu leur autorité morale, de quelle façon un chef de l'État peut se trouver dans l'obligation de refuser un dialogue dont je puis vous dire que c'est un dialogue sympathique et franc et instructif, celui que j'ai moi-même connu devant une foule enthousiaste et dans les lieux que moi j'ai eu le plaisir de pouvoir visiter, je veux dire l'Amérique Fort-de-France. Vous voyez où ils en sont réduits, ces amateurs de coups d'État qui maintenant sont contraints à l'intérieur d'eux-mêmes, je parle de l'UDR, sont obligés de faire des mini-coups d'État, des tout petits coups d'État, des minuscules coups d'État. Mais quand on a ça dans le sang, ça ne passe pas facilement. Dans la polémique socialiste-communiste, François Mitterrand ne veut pas jeter d'huile sur le feu. Au contraire, il réaffirme la volonté de son parti de rester fidèle à ses engagements. L'union de la gauche est l'instrument majeur de la victoire des travailleurs. Ce n'est pas le Parti socialiste qui y manquera. L'union de la gauche repose sur des textes. Ces textes, dans la mesure même où ils comportent notre signature, et la mienne en particulier, doivent être intégralement honorés. C'est demain que se terminera le congrès du PSU avec l'élection de sa nouvelle direction. C'était le premier congrès depuis le départ de Michel Rocard, qui rejoint le Parti socialiste. La résolution finale, qui sera votée demain soir, indiquera la direction politique du PSU et en particulier sa conception des relations avec les formations de gauche, Parti communiste et Parti socialiste.
Sur le plan politique, enfin, je vous rappelle le vote hier soir au Sénat sur l'interruption volontaire de la grossesse. 182 voix pour, 91 contre. Les sénateurs ont donc à leur tour donné satisfaction à Madame Veil, bien que celle-ci soit restée très ferme sur le fait que cette intervention ne soit pas remboursée par la sécurité sociale. Les députés se prononceront maintenant définitivement en seconde lecture sur le projet de loi, probablement d'ici à la fin de ce mois. Un tragique événement la nuit dernière en Angleterre. 18 personnes ont péri dans l'incendie d'un foyer de retraite. 18 personnes ont péri dans un incendie qui a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche une maison de retraite des environs de Nottingham en Angleterre. Ce foyer était habité par 49 pensionnaires âgés de 60 à 90 ans. Les victimes, parmi lesquelles se trouvait un grand nombre de handicapés, ont été asphyxiées pendant leur sommeil. Mais avant l'arrivée des pompiers, 20 des personnes âgées avaient pu être évacuées et hébergées dans un foyer voisin grâce à l'intervention de l'infirmière en chef. Au cours des opérations de sauvetage, 15 personnes ont été blessées qui souffrent de brûlures et d'intoxication. L'incendie, dont les causes n'ont pas encore été établies et qui a complètement détruit l'hospice, est l'un des plus graves qu'ait connu la Grande-Bretagne ces dernières années. Nouvelle querelle entre la sécurité sociale et la majorité des médecins syndiqués. En 1971, une convention nationale a été signée entre les syndicats médicaux et les caisses d'assurance maladie. Son renouvellement doit intervenir le 1er mai prochain et c'est en ce moment que les deux parties en discutent. La Confédération des syndicats médicaux français, qui est majoritaire dans le corps médical, vient de décider de ne pas signer l'avenant qui fixe les nouveaux honoraires des praticiens. Elle estime que les engagements pris par la Convention nationale n'ont pas été tenus. Les médecins, dit la Confédération, sont dans l'impossibilité de moderniser leurs moyens techniques et donc de mettre une médecine de qualité à la portée de tous les Français. À noter qu'en revanche, la Fédération des médecins de France, qui est minoritaire, a décidé de signer l'avenant qui augmenterait de 2 francs le barème des visites et des consultations. N'oublions pas que nous sommes dimanche, nous vous proposons pour le reste de ce journal, en images, quelques informations qui touchent le spectacle et l'art, un art parfois discuté au niveau de la politique lorsqu'il s'agit seulement même de refaire le clocher d'une église. Cela se passe en Belgique. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Nivelles viennent de vivre au rythme d'une campagne électorale. Comme chacun sait, une fois n'est jamais coutume en Belgique. Et si les Belges semblent s'habituer lentement à être gouvernés, il n'en demeure pas moins toujours divisé. En général, une querelle linguistique donne lieu à une nouvelle élection, eh bien cette fois-ci, cela n'est pas le cas. Nivelles, berceau des Carolingiens, a donc voté. Le problème était de savoir si la collégiale Sainte-Gertrude, monument en majeure partie roman, aurait un clocher roman, un clocher gothique ou pas de clocher du tout. Le précédent clocher gothique, détruit en 1940, était défendu par les socialistes. Les socio-chrétiens, quant à eux, étaient partisans d'un clocher roman. D'un côté comme de l'autre, la conviction n'a pas manqué. Je l'ai vu tomber, ici, donc en 40. Je crois que, vous savez, ça fait très mal. Au départ, c'était purement politique, mais je crois que, avec toute cette campagne d'information qui a été faite, la population a dépassé ce point de vue politique, et une des preuves, c'est la participation. Qu'est-ce que vous voulez comme clocher pour Nivelles? Notre ancien clocher. C'est un clocher gothique. Un gothique, c'est ça. Vous êtes contre le clocher roman? Oh oui, ça. Oui, oui. Pourquoi? Oh, parce que Nivelles a toujours aimé ce clocher, hein. La vie Nivelles, oui, c'est ça. On n'a rien à faire, ça. J'estime que le roman et le gothique, c'est quand même de la copie. Alors, ayant bien étudié la chose, je me réserve pour un clocher moderne qui allégerait le bâtiment. Non, pour le clocher roman. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai des petits-enfants et je ne veux pas que mes petits-enfants me reprochent plus tard d'avoir voté une flèche romane sur un ensemble roman, une flèche gothique sur un ensemble roman. Et j'estime que le clocher gothique cadre mieux avec le cadre de Nivelles. Le roman. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a l'air convenable. Les autres, il y a du béton apparent, paraît-il, etc. J'ai lu l'article qu'il y avait dans Enclos et c'est ce qui m'a décidé. Au pays des géants Argaillon et Argaillonne, de leur fils Lolo et de son cheval Godet, le folklore garde tous ses droits.
C'est pourquoi nous avons demandé au Père Noël où allaient ses préférences. Sur un habit de Père Noël, on ne vient pas mettre une mitre de Saint-Nicolas. Donc sur une collégiale romane, je crois qu'il faudrait mettre un clocher roman. Avec 58% des voix, le parti roman l'a finalement emporté. Autrefois, à l'ORTF, il y avait un président. Alors, quand je le rencontrais dans les couloirs, je le saluais. Maintenant, il y en a 7. Alors, quand je me promène dans la maison, je suis tout le temps comme ça. Alors, un jour, il y a un président plus gentil que les autres qui s'est approché de moi et qui m'a dit « Vous avez perdu quelque chose ?» Je lui ai dit oui, ma dignité. Alors il s'est penché à son tour pour m'aider à la retrouver. Je crois que tous les comédiens ont peur jusqu'à leur dernière heure. Peur, et je crois que plus on vieillit, plus on a peur, non? À 4 dans un couloir, on ne passe pas inaperçu. 4, on était bientôt 6, on était bientôt 8, on était 10 dans le couloir à chercher ce que j'avais perdu, on ne trouvait pas. Mais Malraux disait qu'on a véritablement du talent, que le jour on ne cherche plus à plaire. Et il y a un moment, on dit, bon, je vais être moi-même, puis tant pis. Vous ne cherchez plus à plaire? Non, cette fois-ci, non. J'ai dit, je n'aurai que 10 amis ou que les amis qui compteront. Il y en avait bien quelques-uns qui disaient aux autres, pourquoi on fait ça? Et on ne sait pas. Mais en tout cas, avec la tornade qui souffle actuellement sur la maison, il paraît que c'est la meilleure position si on ne veut pas se faire virer. Bientôt, on va vous retrouver tous les dimanches sur TF1. TF1, ça vous dit quelque chose? Oui, je crois que c'est l'ex-première chaîne. Sur notre passage, les gens riaient, pliés en deux, ils suivaient. Qu'est-ce que vous ferez? Quelque chose de tout à fait différent. On est arrivé devant l'Élysée, le président était à sa fenêtre. Il a dit, tiens, les Français ont des problèmes. Alors il s'est penché dessus pour les résoudre. Finalement, l'expérience Babineau vous plaît? Oui, ça va donner du courage et je ne renoncerai pas du tout à être ce que je suis. Ce sera nouveau et j'espère qu'on adoptera ce personnage-là. D'ailleurs, je serai très effacé dans l'émission. Martin, une première. Eh bien, Jacques Martin n'aura pas besoin de s'éponger. Demain, il fera frais et des gelées sont à craindre du centre à l'est. Mais ensuite, le temps se radoucira. Il pleuvra de la Bretagne à la Belgique. Ailleurs, le temps sera variable, plutôt beau dans le midi au sud de Bordeaux jusqu'à la méditerranée, mais avec du vent, surtout au cours de la journée. Attention aussi aux brouillards matinaux. 24 heures dernière vous sera présenté par Daniel Grand-Clément vers 22h25. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée.